Bonsoir à tous et merci d'être venus à cette troisième conférence 2023 de la commission digitale du CIAM. Voilà, ça bouge un petit peu. Bonjour. Nous sommes en mode hybride, donc il y a plein de gens au siège du CIAM. On va se tenir chaud. Il y a aussi des gens qui commencent à arriver, pour l'instant une dizaine, et ça va monter côté distanciel, dont un des intervenants, pour le sujet du jour qui concerne le numérique et l'agriculture en Afrique, les enjeux associés, notamment la traçabilité, mais aussi les autres cas d'usage qu'on pourra développer. Je commence déjà par présenter mes excuses parce qu'on n'aime pas trop ça, mais malheureusement, vous verrez que c'est une table ronde très masculine. On essaie toujours d'avoir de la diversité. Là, cette fois-ci, c'est pas réussi. Merci, messieurs. Aucun n'a voulu se sacrifier. Et donc, nous allons faire cette table ronde. Et l'idée, c'est une petite heure de discussion entre nous et après, on laissera du temps pour des questions-réponses. Questions orales des gens dans la salle. Pour les gens à distance, vous pourrez utiliser euh, la partie Q&A et Virgile, qui est derrière le PC, nous posera les questions pour vous. Peut-être commencer par un petit tour de table. Alors, je vais le faire par ordre alphabétique, même si ce n'est pas l'ordre de la table. Vincent, quelqu'un pour vous présenter? Oui, merci pour l'invitation. On est ravi d'être ici ce soir. Donc moi, Vincent Rapt, je travaille à la DG Trésor depuis septembre où j'ai rejoint en tant que conseiller sécurité alimentaire au sein du service pour les affaires multilatérales et développement. Et puis, dans mes vies antérieures, je suis ingénieur agronome et j'ai travaillé sur une carrière en France, notamment dans le domaine numérique agricole et système d'information agricole. Donc, très heureux de venir poursuivre C'est sur pas une dans le sujet. déclinaison plus africaine. Et je reviens de 4 ans passés à Nairobi, où j'étais conseiller agricole pour toute la zone Afrique de l'Est et Océan Indien. On reçoit souvent des mails de vous à l'époque. Alors, à distance, parce que nous avons des gens à distance, mais aussi un intervenant à distance, Francis. Alors, déjà, on va voir si la technologie est avec nous. Francis. Normalement, tout doit bien fonctionner, normalement, Jean-Michel. Vous m'entendez? Très bien. Super. Donc, ravi d'être là. Francis Dosso-Soyan. Donc, je dirige Acumen Network, qui est un cabinet de conseil sur les questions de transformation digitale en Afrique. Et je dirige également une startup, une agritech, qui est cette fois-ci focalisée sur les questions de digitalisation des chaînes de valeur agricoles et de la traçabilité et de la durabilité des chaînes de valeur. Très bien. Et actuellement, vous êtes où là? Là, actuellement, je suis à Toulouse. Je n'ai pas Ah, pu d'accord. remonter sur Paris comme c'était prévu D'accord. Ah non, je pensais que vous ce étiez plutôt au matin. sud. C'est Non, aussi non, non. l'intérêt des commissions du SIAM, c'est qu'on peut faire effectivement des intervenants aussi bien à Paris qu'en Afrique. Ensuite, Lénart, toujours alphabétique. Ouais, moi je m'appelle Lennart Cohen, je suis senior manager chez Bearing Point, cabinet de conseil en management, stratégie et technologie, dans une petite équipe qui s'appelle Afrique et Développement International. On accompagne des différents types de clients, secteur privé, secteur public, surtout sur le continent africain. Personnellement, j'accompagne entre autres des clients dans le secteur agricole et quelques projets dans l'agriculture digitale. On vient de publier ce super petit bouquin sur le potentiel de l'agriculture digitale en Afrique, qui capitalise sur quelques expériences qu'on a vécues les dernières années et que j'espère est intéressant pour tout le monde. Mais pas petite équipe, très belle équipe. On a le droit de se faire de la pub un peu de temps en temps. Et Léna, tu es intervenue, je crois, il y a 1 an et demi pour donner des migraines, notamment à Étienne, puisque tu avais fait l'intervention sur la blockchain en Afrique. Exactement, ouais. Peut-être qu'on va faire la V2 un jour. Il y a eu beaucoup de questions. Et enfin, Julien. Alors, désolé par rapport, ce n'est pas la bonne photo, donc on s'est planté sur les photos, désolé. Mais je vous laisse vous présenter. Donc, Julien Quéré, moi je suis directeur d'activité céréalière du groupe Sanja. Donc, nous sommes présents en Afrique depuis bien longtemps, mais je pense que la Sanja est un peu connue au sein de Lucien. Oui. Et donc, dans l'activité céréalière, on a plusieurs sous-activités. On travaille bien sûr sur l'activité minoterie. On a plusieurs minoteries dans le centre, Afrique centrale et Afrique de l'Ouest, et également dans l'océan Indien. Et on développe maintenant depuis 4 ans l'activité de maïserie. On développe la production de maïs et d'autres céréales. On parlait tout à l'heure du soja, notamment, qui est une culture de rotation qui est intéressante pour notre activité. Et c'est très clairement, au sein du groupe Solvia, un secteur en fort développement. C'est clair. Alors, peut-être pour commencer un premier tour de table de vous tous, il n'y a pas d'ordre, hein, je vous laisse prendre la parole quand vous voulez, on va intervertir. Peut-être d'abord poser un petit peu le débat, peut-être d'un point de vue ou stratégique ou pas philosophique. En quoi la question du sujet du jour, le numérique dans l'agriculture, est-il un vrai sujet?
pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous pensez. S'il y a des gens dans la salle et à distance aussi, mais pourquoi c'est important? Qui veut se lancer sur cette première réflexion philosophique? Julien. Je- Voilà. Comme ça, Et après, Francis. c'est le débat. Puis Vous Francis, savez, on là, est sur les sorti- nards, on a le temps pour réfléchir. on était ensemble la semaine dernière. Ben, tout d'abord, le numérique, en tout cas pour nous aujourd'hui, c'est hyper important sur notre activité où on essaie de développer l'activité céréalière en Afrique, puisqu'on travaille avec des milliers de petits producteurs. Donc évidemment, ne serait-ce que pour cartographier tous ces acteurs qui ont entre 2 et 3 hectares, évidemment, le numérique, très clairement, nous aide à avoir au moins les idées claires sur ce qu'on doit faire et où on doit aller. Déjà, ça, c'est la première étape. Et puis, il y a d'autres enjeux qui sont plus, à mon avis, sur la partie plus industrielle ou agriculture. Tout à l'heure, on parlait de traçabilité, mais très clairement, dès lors qu'on commence à construire des filiales, la traçabilité est également un point qui est essentiel sur le numérique. Et puis, il y a d'autres éléments, mais je pense que Francis, on va un petit peu se coordonner parce que sinon, on va dire à peu près la même chose avec Francis sur les enjeux. Mais ce qui est clair, c'est un enjeu capital pour nous et également pour les Africains, c'est qu'on est sur des filières qui sont pas forcément encore organisées, qui sont pas structurées. Il y a des coopératives qui sont en train de voir le jour, mais on est plus sur des associations de producteurs plus que des coopératives. Et très clairement, le numérique ou la digitalisation des données, bah, ça va nous aider, je pense, à aller un peu plus vite et à franchir des étapes qui sont primordiales sur le collectif, quoi. Voilà. Francis, en rebond? Oui, alors en complément, je dirais que moi, la réponse que j'avais à apporter, c'est de dire que moi, j'ai pensé à rajouter du numérique dans l'agriculture parce que je me suis demandé comment je pouvais transformer et repenser un modèle d'agriculture en Afrique un peu plus performante. Et quand j'ai eu cette approche de consultant en identifiant les problématiques, une des problématiques, en effet, c'est comment faire converger les efforts de production de plusieurs petits producteurs. Donc, c'est ce que disait Julien, c'est que le maillage territorial de l'agriculture en Afrique, c'est des petits producteurs qui, même 2 hectares, 3 hectares, c'est souvent beaucoup. Ils sont autour de 1 hectare et demi pour la plupart. Donc, quand ils se regroupent pour avoir un peu de poids en termes de coopérative ou simplement de groupement de producteurs, comment est-ce que tu coordonnes le travail de 10, 20, 30, 100, 200, 300 petits producteurs et là, forcément, le digital peut apporter des petites solutions. Et là, encore une fois, moi, mon expérience de, de conduite de projets de transformation des organisations par le digital en Europe et dans le monde plutôt bancaire à la base, j'ai essayé de transposer cette expérience-là. Et voilà pourquoi est-ce que je pense il y a un chemin, il y a une place pour le digital en Afrique, mais après, est-ce que le digital dans l'agriculture, c'est tout? C'est un autre débat. Et Denjiro, c'est souvent le président du CEN d'habitude de me taquiner en disant le digital ne fait pas tout. Donc merci d'avoir anticipé là. Vincent? Euh, Mais en fait, je pense que, alors déjà, si on prend la comparaison avec la France, avec l'Europe, déjà le numérique agricole, aujourd'hui, c'est considéré comme la troisième révolution agricole. Et je pense que, je dirais qu'en Afrique, plus qu'ailleurs, c'est ce qui va aider à transformer l'agriculture et à faire un bond en termes pour relever tous les défis, hein, en termes de productivité, en termes de structuration de filières, de recherche de marché et tout ça. Et l'analogie avec ce qu'a apporté le téléphone portable en Afrique, c'est-à-dire amener une nouvelle technologie, faire en sorte que tout le monde soit connecté, bah, quelque part, le numérique en agriculture, moi, je le vois comme étant ce téléphone portable pour le secteur agricole. C'est-à-dire que ça amène beaucoup de choses. Ça amène de la connaissance, ça amène de la mise en relation. Souvent, c'est connecté avec du mobile money. Donc, en fait, c'est une véritable opportunité pour accélérer cette transformation agricole, structurer le secteur agricole et répondre aux défis de grands groupes, de plus petits groupes, peut-être en un temps plus limité. Après, je pense qu'on reviendra sur les défis et sur les enjeux, parce que c'est pas en claquant des doigts que on arrive à faire ça. Mais voilà, c'est une façon d'aller plus vite par rapport aux défis que rencontre l'agriculture africaine. Léna, un complément sur cette première question très générique? Ouais, donc il y avait beaucoup de points, peut-être quelques idées complémentaires.
les bénéfices ou qui peut en tirer bénéfice de la digitalisation dans le secteur agricole en Afrique. On a beaucoup parlé d'une perspective plutôt les entreprises, la structuration du secteur, l'agrégation, mais aussi la perspective du petit agriculteur qui aujourd'hui, 80% de la population africaine qui travaille dans l'agriculture, c'est quand même une agriculture vivrière, donc grosso modo on consomme ce qu'on produit. Donc comment le digital peut aider la transition de l'agriculture vivrière vers une agriculture de rente pour aussi profiter à ce niveau-là. L'environnement qui bénéficie aussi, si on parle de la traçabilité, des bonnes conditions de production, la réglementation européenne, je pense, était mentionnée dans l'invitation aussi à cette conférence qui oblige les entreprises à tracer leur production et à éviter que la production vient ou issue de terres qui ont été désarborées. Et troisièmement aussi le secteur public. Donc si jamais on arrive à améliorer la disponibilité des données agricoles, l'accès aux données agricoles, la traçabilité, ça peut aider au secteur public à mieux piloter des différentes filières, à mieux cibler les aides, les subventions. Donc ça, c'est quelques réflexions supplémentaires. Il faut peut-être rappeler que alors les chiffres sont toujours compliqués en Afrique, mais on estime que la moitié de la population active africaine travaille encore aujourd'hui dans l'agriculture. Donc, on est quand même sur donc un chiffre assez conséquent. Et alors, pareil, c'est toujours compliqué, mais en moyenne, on estime que le revenu d'un agriculteur africain, alors il y a des différences sur les pays, c'est entre 900 et 1000 euros par an. Donc, il faut aussi se rendre compte de cette réalité du marché et de ce qu'est l'agriculture en Afrique. Alors, après avoir posé un petit peu les grands enjeux du débat, maintenant, je voudrais qu'on donne quelques exemples concrets. Est-ce que chacun d'entre vous pourrait nous donner un ou deux exemples concrets de ce qu'on peut faire? Alors, exemple concret au sens d'un cas d'usage ou deux cas d'usage du numérique dans l'agriculture, et avec quelles conséquences? Parce que c'est pas des idées en théorie que je voudrais, mais c'est des cas concrets. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Et en quoi ça a amélioré la productivité, la vie des agriculteurs, l'alimentation dans le pays, etc. Alors, qui commence? Francis, peut-être à distance, allez. Oui, alors, quelques exemples. Avec Agrosphère, donc, nous, on a cette ambition-là de simplifier la structuration des chaînes de valeur par le digital et donc d'avoir des chaînes de valeur durables et traçables. Donc, on travaille vraiment sur ces deux axes-là. Donc, un exemple sur l'aspect durabilité, c'est grâce au digital, connaître le producteur pour lui apporter un accompagnement plus spécifique dans une transition vers des techniques de production, on va dire agroécologiques, avec l'utilisation d'intrants naturels, avec l'adoption voilà, de méthodes plus durables dans sa manière de produire. Donc, on va vulgariser, par exemple, des contenus de formation qu'on va pouvoir pousser vers des producteurs avec la langue locale qui est connue dans son profil. Donc, on a un contenu qui est type et on sait pousser ce contenu vers un producteur avec une langue qui est celle de sa région. Et ça, par exemple, c'est voilà, quelque chose que le digital permet de faire beaucoup plus simplement et de pousser de l'information vers le producteur dans une langue qu'il sait appréhender beaucoup plus facilement. Sur la partie traçabilité, voilà, on a par exemple mis en place la traçabilité dans le cacao en Côte d'Ivoire et permettre à l'industriel qui achète du cacao auprès donc d'une coopérative de productrices de pouvoir savoir à chaque instant quelle productrice a mis combien de sacs dans le circuit de traçabilité, où sont ces sacs-là, quels sont les tests et les vérifications qui ont été faits sur ces sacs-là, et donc de pouvoir maîtriser ainsi son approvisionnement, d'avoir de la visibilité sur tout ce qui se passe en amont jusqu'à ces entrepôts. Donc voilà deux cas concrets. En termes d'apport, bon, évidemment, sur la première partie, tu peux évaluer concrètement au fil de ton intervention la maîtrise de ces nouvelles techniques que tu essaies de vulgariser auprès des producteurs. De l'autre côté, sur la traçabilité, c'est simplement il est aujourd'hui beaucoup plus simple pour cet industriel-là de savoir concrètement quelle est la capacité d'approvisionnement réel des coopératives avec lesquelles il travaille et de pouvoir dimensionner son accompagnement et de pouvoir mieux rémunérer aussi les producteurs par rapport au fait qu'ils respectent un certain nombre
de critères, un certain nombre de d'éléments de son cahier des charges. Donc voilà deux cas concrets. Et dans quel pays, par exemple, ces cas-là ont été développés? Sur l'accompagnement, sur les itinéraires techniques, on l'a fait au Bénin et au Togo. Sur la traçabilité, j'ai donné l'exemple du cacao en Côte d'Ivoire, mais actuellement, on est en train de faire, par exemple, l'anacarde et le riz aussi au Bénin, de l'oignon au Sénégal. Voilà, donc Ah oui, donc plein d'exemples concrets. En effet, on aurait dû avoir un intervenant, mais il n'était pas disponible de la compagnie fruitière, dont le président est aussi le président du CIAN. Et la compagnie fruitière a fait quelque chose d'intéressant en domaine de la traçabilité, c'est que ces 5 millions de régimes de bananes sont tous traçables à l'unité. C'est quand même assez incroyable. Et une des principales raisons, c'est aussi en cas de problème, parce qu'il y aurait une maladie quelconque, plutôt que d'éradiquer 3 hectares, ils vont cibler le bon régime de bananes qui pourrait avoir un problème. Donc, et là, c'est dans tous les pays du. Non. C'est plutôt une question de demande aussi des distributeurs. Après, c'est aussi une demande de sécurité parce qu'à un moment donné, s'il y a un problème avec un virus X ou Y, je ne suis pas du tout spécialiste de la banane, c'est soit j'élimine tout un champ de X hectares ou alors je cible précisément la réponse. Donc, c'est aussi un moyen de ne pas perdre une partie de sa production. C'est un exemple parmi d'autres. Messieurs, merci Francis en tout cas pour ces exemples qui étaient concrets. Julien, je voulais rebondir. Ce que disait Francis, de manière nous un peu plus concrète, lorsqu'on accompagne des producteurs, en l'occurrence au Cameroun, on accompagne sur 9000 hectares, c'est le projet pour 2024, donc ça commence à faire un peu d'hectares, et si vous considérez qu'il y a 2 hectares par producteur, c'est des 4500 producteurs. Donc évidemment, la digitalisation nous permet de cartographier les producteurs, de pouvoir les identifier qui on a en face de nous, parce qu'il faut être capable de les suivre, de connaître leur profil, parce que les profils sont différents. Lorsqu'on parle du nord du Cameroun, du nord du Cameroun, du Cameroun, on n'a pas forcément toujours les mêmes identités de producteurs. Et puis nous, dans notre façon d'aborder le sujet, c'est qu'on a on a de la formation. On va accompagner les producteurs dans le développement, surtout pour chercher de la performance. Enfin, il y a 2 sujets. Il y a la performance, parce qu'on parle de producteurs qui, sur le maïs, ont des rendements qui sont très faibles. Hein, ils sont des rendements inférieurs à 1 tonne d'hectare. Donc, quand vous parlez de 1 000 euros par an, je me demande comment il arrive à gagner 1 000 euros par an avec donc, nous, notre enjeu, c'est déjà de l'aider sur la performance. L'autre enjeu, on parlait de traçabilité, nous, c'est pas tout à fait le même sujet que la banane, c'est que on a des vrais sujets de sanitaires en Afrique qui sont liés aux mycotoxines. Donc, on a besoin d'avoir cet accompagnement et la traçabilité sur la qualité sanitaire. Donc, évidemment aussi, on a besoin d'avoir ce suivi numérisé et digitalisé. Tout ça, c'est les premières étapes. On a également un autre enjeu qui est fort pour nous, c'est que les pouvoirs publics aujourd'hui, malgré beaucoup de bonnes intentions, n'apportent pas des solutions de financement aux producteurs. Enfin, absolument pas suffisamment de solutions de financement. Et quand je parle de solutions de financement, c'est le financement des intrants. Et là, très clairement, nous, en tant qu'acteurs privés, avec nos moyens qu'on a qui sont quand même relativement limités, on apporte quand même des solutions de préfinancement des intrants. Ça veut dire que potentiellement, sur 3 000, 4 000 producteurs, on va faire une avance sur les intrants pour leur permettre de suivre les itinéraires techniques que l'on propose. C'est pour ça que je fais le lien avec Francis, parce que Suisse développe des solutions digitalisées que nous, on utilise derrière pour justement pouvoir avoir cet accompagnement. Et quand on parle d'itinéraires techniques, ce sont pour simplifier les bonnes pratiques que l'on apporte aux producteurs. Et donc, à chaque étape de l'itinéraire technique, le digital nous permet de suivre où est-ce qu'on en est à la taille du maïs, à une feuille, 5 feuilles, 7 feuilles, etc., etc. Sans notre outil digital, pour 4500 producteurs, c'est impossible. Impossible à suivre. Et vos prêts vont jusqu'à faire ça sous forme avec le mobile payment Alors non, nous, on fait pas de cash, on fait uniquement des intrants en vrai, urée, enfin les vraies matières premières qui sont utilisées. En fait, vous les livrez. On livre avec des contrats d'approvisionnement. Donc évidemment, on se rembourse derrière avec du maïs, un prix qui est défini. Et là aussi, si on n'avait pas d'outils digitaux, c'est compliqué de pouvoir suivre les remboursements bout en bout. Même si on passe à des intermédiaires qui sont des coopératives, bon, c'est un vrai sujet. Et puis, bien sûr, derrière, il y a le suivi de la performance, l'historisation des données. Parce qu'en fait, nous, on peut agir sur un historique palpable. On a, par exemple, sur la partie sucrerie, un outil digitalisé, on va dire ça comme ça, une base de données qui date, je
On a ça depuis 25 ans de données qui nous permettent derrière d'agir d'un point de vue agronomique. Et là, c'est pareil sur le maïs. Il faut qu'on soit en mesure d'avoir cet historique pour bien conseiller derrière nos prochains fournisseurs, quoi. Voilà, c'est un peu l'idée. L'objectif étant de passer, on parlait de 1 tonne hectare à 5 tonnes hectare. Donc, on est vraiment sur une dimension de performance qui est essentielle et sans outils digitalisés, c'est quasiment impossible de le faire de manière efficace. Oui, surtout vu le volume. Et surtout, parce qu'on parle des gros volumes. C'est dans quel pays, typiquement? Voilà, c'est l'exemple que j'ai pris, c'est le Cameroun. Mhm. Voilà, donc le Cameroun, on est dans cet objectif. Ok. Il n'y a pas de sujet de connectivité ou la couverture? Bah, c'est justement un sujet qu'on essaie de développer avec Francis, qui nous a présenté sa solution la semaine dernière. C'est vraiment un hasard du calendrier, hein. C'est très vrai, un vrai hasard. Et donc, évidemment, dans les solutions, il faut qu'il y ait des outils qui peuvent être, on peut saisir les données dans les zones où il n'y a pas de connexion. Clairement. Mais maintenant, quasiment tous les outils le font, on le propose. Merci beaucoup, c'est un exemple très concret. Ça, on est là, quoi. Peut-être parce que on a fait un sujet très similaire à ça il y a 2-3 ans à Madagascar. L'approche était légèrement différente, mais l'idée c'était aussi de développer une plateforme applicative pour donner accès aux différents acteurs de la chaîne de valeur agricole, en l'occurrence le secteur riz, à certaines données de la filière et notamment donner la possibilité aux agriculteurs, aux riziculteurs en l'occurrence, d'acheter et acheter des intrants d'un côté et de vendre la production de l'autre. C'était une logique marketplace en traçant des différentes transactions financières, peut-être aussi de leur donner accès à des financements derrière, donc un peu la même logique que vous l'avez fait aussi. Et derrière, le secteur public pourra aussi avoir accès à cette plateforme pour exploiter ces données, pour mieux piloter certaines politiques publiques dans l'agriculture. Donc l'idée était de fédérer et connecter tous ces différents acteurs de la filière riz à Madagascar, faciliter les échanges entre les acteurs, échanges économiques, mais aussi la formation de coopération ou organisation paysanne pour mieux s'organiser, partager les outils, faire des ventes ou des achats groupés pour bénéficier des économies d'échelle. Donc nous, on a fait une étude à l'époque, on a fait un micro prototype qu'on avait testé dans 8 villages, je pense, on a recensé je pense, 300, 400 riziculteurs, quelques collecteurs qui collectaient les différentes productions. Et effectivement, on espère qu'il y aura une suite pour un vrai déploiement de cette solution. Bon, on parlera après parce que vous avez évoqué l'histoire des financements et je pense que dans ce genre de sujet, il y a une question après, c'est qui finance, qui peut financer cette mise à l'échelle ou ce déploiement. Est-ce que ces méthodes, c'est pas aussi une manière de faire que les agriculteurs soient un petit peu moins dans l'informel et de commencer à les faire rentrer un petit peu dans les chaînes de production, des chaînes de valeur, ou surtout des chaînes plus formelles, avec des smart contracts ou autres? Bah, effectivement, après, il y a toujours cette question, est-ce que je franchis le pas ou pas? Et quelle est l'incitation à franchir le pas? Bon, sur la question posée, il y a de manière plus globale, il y a au-delà de qui finance. C'est quoi le modèle économique qui permet que la structure, enfin, que le système soit viable sur le long terme? Et quel est le partenariat, sans parler de PPP, mais le partenariat public-privé qui fonctionne, c'est-à-dire en gros, qu'est-ce qui est pris en charge par le public et qu'est-ce qui vient se plugger sur le privé? Pour ça, sur l'informel et sur le privé, moi j'ai deux exemples du Kenya. C'est pareil, un projet pilote sur le maïs, sur la fertilisation de maïs avec Airbus, Ithaca et Tumba, sur finalement un outil qui visait à apporter du conseil individualisé auprès des producteurs pour savoir quand apporter de la fertilisation, quel est le niveau de fertilisation et suivre finalement en fonction des performances de croissance. Est-ce qu'il faut encore en mettre ou est-ce qu'il faut arrêter d'en mettre parce que on arrive trop tard, en fonction de la pluviométrie, tout ça. Donc, c'était de l'agriculture de précision, mais avec finalement juste des SMS très simples. Maintenant, pendant 10 jours, stop, après vous perdez de l'argent. Enfin, des choses très très simples qui peuvent se déployer à grande échelle. La question, c'est même ce SMS-là, le coût était quand même assez important par rapport à un agriculteur qui gagne moins de 1 000 euros. Et ça peut ne se plugger que s'il y a derrière, et là je vois beaucoup de potentiel, sur une plateforme avec de la télédétection, avec une vision 100% de l'espace et des prévisions de récolte. Quand on connaît un peu les enjeux de sécurité alimentaire aujourd'hui, les États ont tendance à se dire on veut compter tous les agriculteurs, mais la vision globale, exhaustive, elle n'est possible que par une approche spatiale, géospatiale, globale,
mais qui demandent une résolution fine et donc des coûts importants pour avoir des données à la parcelle. Donc, il faut trouver aussi chaque fois quel est l'impact coût-bénéfice et donc le modèle final pour quel service, quoi. Une vision prospective, juste un constat ou... Après, donc ça, je pense qu'il y a des réflexions à avoir pour savoir, voilà, est-ce qu'on a une solution qui doit se déployer à 100 000, 200 millions, enfin, c'est pas tout à fait la même chose. Et je pense que les approches secteur privé vont peut-être plus avoir cette logique de qu'est-ce qu'on a investi pour avoir quand même un juste retour sur investissement. Après, sur le volet formel et informel, quand même citer l'exemple de Twiga Foods, qui est une success story, alors kenyane, mais ça se développe dans la région. Ça se développe aussi en Afrique de l'Ouest, sur une boîte qui, au départ, était dans le numérique. Et avec l'idée de se dire, je veux mettre en connexion des producteurs informels de bananes avec des distributeurs informels de bananes dans le cœur de la ville. Et donc, avec, je sais pas, aujourd'hui, ils ont peut-être 50 000 producteurs et 50 000 distributeurs. Et, voilà. Et derrière la banane, c'est développé d'autres modèles. Alors, ça questionne après le modèle, savoir est-ce qu'on peut travailler avec que des informels ou pas dans les deux côtés. Mais surtout, donc ça a très bien marché. C'était une boîte de high-tech qui a très bien marché. Le principal actionnaire aujourd'hui, c'est le groupe, c'est le fonds français Cradel, notamment, qui pilote aussi toute cette transformation-là. Mais par contre, je pense que l'enseignement premier, ça a été aussi de dire connecter des producteurs à des distributeurs, c'est bien le numérique, mais c'est pas ça qui fait transporter la banane. Et donc, en fait, quand on parle. Et donc, à un moment donné, cette connexion, elle doit se matérialiser par une logistique, soit qui est intégrée par la structure, et typiquement, la structure a investi dans une redistribution, dans un mûrisseur de bananes, dans tout ça, soit de travailler avec le réseau de distributeurs, et donc de travailler avec cette logistique-là. Mais il y a besoin quand même, à un moment donné, on ne peut pas se passer de logistique, quand bien même on fait des marketplaces. Il y a besoin de la logistique qui permettra de connecter. Est-ce qu'elle est internalisée ou est-ce qu'elle est externalisée? J'en sais rien, mais il faut les intégrer dans l'écosystème. Et donc ça, c'est voilà, mais une belle success story d'une boîte qui est sortie de terre juste parce que c'était une boîte de hack tech et qui derrière a investi maintenant des millions sur la logistique et tout ça et qui aujourd'hui se lance dans de la production agricole et travaille toujours avec des petits producteurs avec, on va dire, l'envie de dire l'objectif, c'est pas l'objectif premier, c'est pas de dire, c'est de permettre aux agriculteurs d'accéder au marché, même si ça l'est de toute façon. C'est comment apporter aux consommateurs un produit de grande consommation à moindre coût et en veillant à ce qu'il soit produit le plus possible localement. Parce qu'il y a aussi les enjeux en bout de chaîne de l'alimentation. Du consommateur qui n'est pas payé, la question de l'oignon, comment le produire à faible coût parce que c'est un aliment de base, est-ce qu'il faut le faire venir d'ailleurs ou est-ce qu'on arrive à le produire localement voilà. Très bien. D'autres exemples que vous voulez citer? Si je peux, oui, alors rebondir rapidement sur le très bel exemple, parce que ça, actuellement avec Agrosphère, on est en train de faire une évolution un peu similaire, parce que Agrosphère a commencé au début en étant une boîte très tech pour l'agriculture. On a eu une première transition où on est devenu une boîte d'agriculture qui utilise de la tech. Donc, parce qu'on s'est étoffé en compétences agricoles avec des agronomes. Et la prochaine transition qu'on est en train d'avoir, c'est qu'on va quitter le monde virtuel, en guillemets, pour devenir beaucoup plus physique et avoir des points de rencontre physique avec nos producteurs et nos coopératives qu'on accompagne. Et quitter un modèle où aujourd'hui on leur rend visite, on a des techniciens de terrain qui peuvent les visiter et collecter des informations, interagir ou les former, à un modèle où il y aura des points physiques où ils peuvent venir à leur initiative, interagir avec nos services. Et ces points physiques-là vont être vraiment des points multiservices en mode one-stop shop où le producteur va avoir accès à tout ce dont il a besoin, que ce soit du conseil ou que ce soit de l'intrant, que ce soit même un point pour stocker ou écouler sa marchandise. Et donc, ça va être vraiment un point où il y a du service, du stockage, de l'accès au marché. Et vraiment, on va dire c'est la prochaine étape de Agrosphère. Merci beaucoup. Léna? Juste pour compléter deux, trois points, parce qu'il y a plusieurs sujets qui ont été adressés, c'est super intéressant. Donc, concernant le ROI, donc la rentabilité d'une telle plateforme et qui l'apporte finalement, bien sûr, cette thématique, on l'a aussi creusée à Madagascar. Là, on avait l'idée de financer une telle plateforme via certaines commissions chargées sur les transactions financières réalisées via mobile payment sur la plateforme. Ça, c'était une des sources de revenus sur une telle plateforme. En même temps, on a aussi identifié bien des contraintes derrière.
contraintes logistiques sur des zones très, très isolées, mal connectées, le manque de connectivité Internet, un faible taux de pénétration smartphone, voire feature phone. Donc, tout ça c'est des contraintes qui jouent aussi dans un modèle économique et qui font que, en fonction du contexte, en fonction des risques, bien sûr, hein, sur place, un secteur privé, des entreprises peuvent être réticentes à investir dans un tel modèle. Et la dernière question, pour revenir à la question initiale, est-ce qu'une telle plateforme, des solutions digitales peuvent aussi inciter les gens à entrer dans la formalité, dans le formalisme? Oui, ça peut être une incitation, ça peut aussi être une contrainte, parce que pas tout le monde a envie d'être formalisé, notamment dans le secteur des 80% qui aujourd'hui sont hors système, qui ne payent pas d'impôts, qui se méfient des fois du gouvernement, de l'État, qui tout d'un coup va avoir accès à certaines données, qui peut tracer des transactions. Donc tous ces éléments font que si on veut que le digital soit un moyen aussi pour formaliser, que ce soit producteur, collecteur ou d'autres membres de la chaîne de valeur, il doit y avoir des incitations derrière. Par exemple, conditionner la distribution d'aides, de subventions à la formalisation, à la participation dans une telle plateforme. Bon exemple. Je crains qu'on ait perdu Francis, vous êtes encore là? Non, il est tombé au combat. Bon, non, pas quand même. Bon, j'espère qu'il va se reconnecter. Peut-être, j'ai juste une petite question pour Vincent. Est-ce que vous pourriez redire l'entreprise high-tech qui est née au Kenya, son nom? Twiga Food. Twiga Food. Twiga Food, ouais. Food ou Food? Food, je crois bien S. Twiga Food. Twiga Food. F-O-U-O-D-S. Question directe. Sur la question de la formalisation, effectivement, dès lors qu'on commence à parler de filière ou de coopérative ou de structuration, d'une certaine manière, en tout cas, le producteur est un peu plus identifié, même s'il ne nous a pas attendu pour vendre son maïs ou ses bananes ou autre céréales. En revanche, le sujet de fond sur la formalisation, c'est la compétitivité. C'est-à-dire que dès lors qu'on commence à être identifié notamment par la fiscalité, on devient moins compétitif. Or, l'enjeu, à mon avis, de l'agriculture africaine, c'est de ne pas rester compétitif par rapport à l'import. C'est quand même un modèle d'abord. Sauf qu'on ne compare pas des modèles qui sont les mêmes, quoi. Déjà, en Europe, où on est quand même sur une compétition forte, notamment sur les céréales par rapport à l'Afrique, on est sur des marchés qui sont beaucoup plus matures, beaucoup plus professionnels, avec des aides de l'État quand même et du gouvernement qui ne sont pas tout à fait les mêmes que ce qu'on peut avoir en Afrique. Donc, le formel, rentrer dans le formel, je pense que il faut le faire sous certaines conditions. Et je pense que la condition principale, c'est de garder la compétitivité. Après, pour le Canada, et pour défendre l'impôt, pour une fois, c'est assez rare. Mais je crois que c'était l'agence du riz, la Dérive, en Côte d'Ivoire, qui avait un projet, effectivement, d'utiliser les meuniers pour permettre une cartographie des champs de production. Donc, quelque part, et à horizon 4-5 ans, de pouvoir faire un impôt cadastral ou un impôt foncier lié au cadastre, tout ça. Donc, effectivement, le numérique peut aussi servir à levier des impôts. C'est un des modèles économiques pour les États. Mais moi, juste pour terminer, je pense que l'enjeu, c'est pas forcément d'être dans le formel ou l'informel. Le premier enjeu, la première étape, en tout cas, de ce qu'on voit sur le terrain, c'est que les agriculteurs africains deviennent des chefs d'entreprise, deviennent des vrais professionnels, soient capables de calculer un coût de production, soient capables de calculer leur marge, de calculer un revenu du producteur. Pour moi, je pense que l'enjeu principal, il est là. Mais ça, c'est vrai, hein, dans la cartographie, un peu, moi, j'ai travaillé sur une cartographie un peu des outils existants, notamment au Kenya, on était plutôt sur des outils de gestion d'exploitation, parce que les structures sont très petites, et finalement, c'est jouer avec quelques données. Et c'est vrai que c'est comment on arrive déjà rien qu'à valoriser ces données-là et à forcer les agriculteurs, ne serait-ce qu'à les saisir, sans se déposséder, mais surtout, qu'est-ce qu'on en fait après derrière? Quel retour on fait? On a le même sujet en France, hein, on collecte, mais derrière, comment on digère à l'échelle macro, et puis on redonne de l'info pour montrer que ça vaut le coup et qu'on n'est pas dépossédé de sa donnée. Qu'est-ce que je voulais dire du coup? Là, j'ai fait non, après la question des marchés et de la formalité. Je pense qu'il faut avoir en tête quand même que c'est pas un marché, c'est plusieurs marchés. Alors c'est vrai que parfois les informels et les formels se rencontrent sur certains marchés, mais au final, c'est pas tout à fait les mêmes. C'est-à-dire que quand on parle de traçabilité pour de l'export ou pour certains grands groupes qui vont distribuer des produits à une certaine population, finalement, il y a des exigences en termes de traçabilité et de formalité qui vont peut-être pas se concrétiser par payer l'impôt, mais derrière, un background autour de la donnée, de la traçabilité sur un certain nombre de pratiques qui font que les niveaux d'exigence vont
vont être différents. Et à un moment donné, ne pas rentrer dans ce système-là de formalisation ou de traçabilité fait que certaines portes de marché vont se fermer ou certaines vont pas s'ouvrir, vont jamais s'ouvrir. Et du coup, l'enjeu, il est là. C'est-à-dire que l'agriculture, elle restera informelle pour une grosse partie en Afrique. Enfin, je veux dire, ça changera pas du jour au lendemain. Et même, souvent, si on prend l'exemple de la food safety et du niveau d'exigence en termes de sécurité sanitaire des aliments, c'est progressivement qu'on va y aller. Si on ne peut pas définir un niveau standard, parce que de toute façon, ça ne sera pas atteignable du jour au lendemain. C'est comment aussi certains standards avancent. Mais ça, les groupes peuvent y aller. C'est-à-dire qu'en gros, typiquement, Kenya, encore une fois, désolé, j'ai une déformation, mais il y a un standard un peu volontaire qui s'est mis sur la food safety, qui impose un certain nombre de critères de traçabilité, de suivi, qui font que si certains gros acheteurs, gros distributeurs alimentaires jouent le jeu, bah, vont peut-être rémunérer un peu plus cher cet effort fait, mais au fur et à mesure, ça va s'adresser à certains clients qui vont être un peu plus en attente, consommateurs qui vont être un peu plus en attente. Donc il y a des initiatives comme ça qui font que ça tire vers le haut. Un certain nombre d'exemples. Vous avez cité la compagnie fruitière, avec Classem aussi. Là, j'ai suivi en Ouganda pour beaucoup de marchés où on a besoin de faire du catering, où on a besoin d'aller alimenter les avions, les plateformes ou autres, où là, il y a des niveaux d'exigence en termes de traçabilité qui sont là. Bah, aujourd'hui, des acteurs comme ça, il y en a besoin. Alors, peut-être pour des marchés de niche aujourd'hui, mais il y en a besoin parce que c'est une garantie consommateur, rentrer dans des standards internationaux progressivement. Et donc, ça, il y a aussi une place de plus en plus. Mais ça ne va pas être 100% du jour au lendemain, ça, c'est clair. Pour répondre à la question de la dame là, qui demandait si la pression de la traçabilité du distributeur, nous, typiquement sur nos marchés, où on achète du maïs pour en transformer, en faire du grits pour les brasseries, le cahier des charges des brasseries, c'est le même qu'on a à Lille ou à Dunkerque ou à Bruxelles. Hein. Donc, on est déjà sur des normes qui sont internationales, reconnues par Bruxelles et qu'on doit mettre en application en Afrique. On parle souvent, c'est un inconvénient toujours de l'Afrique en général, 57 pays, je le rappelle. Est-ce que vous voyez des différences, alors qui peuvent être liées au pays, parce qu'il y a des réglementations qui jouent, aux filières? On ne peut pas parler des mêmes exemples dans certaines filières, selon la nature du. Il y a des produits agricoles qui sont très exportés, par exemple, d'autres moins. Est-ce que c'est par rapport aux typologies d'agriculteurs? Est-ce que, quand vous voyez ces cas d'usage que vous avez pu voir au niveau de l'usage du numérique dans l'agriculture, qu'est-ce qui explique les différences? Les pays, les typologies d'agriculteurs, les filières? Moi, je pense que si je peux prendre la parole, parmi les facteurs qui vont jouer, il y a le niveau de maturité des filières. Il y a des filières qui sont, quand j'entends par maturité, un minimum de structuration. Est-ce qu'il y a des coopératives? Est-ce qu'il y a des fêtières? Euh, Est-ce que c'est une filière, on va dire, de consommation locale ou est-ce que c'est une filière qui est un peu tournée vers l'export? Ça va être un premier indicateur qui va donner un niveau de complexité dans l'intervention dans la filière. Euh, et après, en fonction des géographies, et pareil, toujours au niveau des filières, il y a des filières où le niveau moyen du producteur, par exemple en termes d'appétence au digital, va être différent parce que c'est des filières qui sont déjà un peu plus sous exigence en termes de niveau de qualité de produit. Quand je prends par exemple le cacao sur la Côte d'Ivoire, cette filière s'est structurée à force des contraintes que les industriels ont en Europe, qui ont été transposées un peu indirectement sur le terrain. Et donc, la plupart des coopératives ont aujourd'hui des équipes qui les animent. Et donc, ça fait un environnement qui est un peu plus facile à opérer. Si je prends à l'autre extrême, une filière qui est très importante, mais pas du tout structurée, c'est le manioc. Dans la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest, le manioc, c'est un aliment qui est au cœur de l'alimentation au quotidien, mais pourtant rien n'est structuré parce que c'est une consommation très locale. Et là, intervenir dans le manioc, on a fait l'expérience. Aujourd'hui, AgroSphere intervient sur 9 filières. Donc, on constate vraiment qu'il y a des gros écarts entre une filière comme le cacao et une filière comme le manioc, une filière comme le soja ou une filière comme l'anacarde, qui est vraiment aussi assez tournée vers l'export. Et c'est plus à ce niveau-là que ça va se jouer, selon moi. Et donc, c'est une dimension importante dans la maturité des filières, c'est bien cette question consommation sur place ou exportation, et qui fait jouer ce que vous disiez
justement sur les contraintes internationales. Donc, clairement, C'est ça ça. va jouer. Nina? Bon, quelques éléments de plus. Peut-être je suis complètement d'accord avec Francis. Donc, d'un côté, c'est ce qu'on appelle dans notre petit bouquin le niveau de structuration ou d'intégration des filières qui peuvent être très différentes entre filières à l'intérieur d'un pays. Parce que les besoins en termes de digitalisation sont très différents pour un petit agriculteur non intégré de vivrier entre guillemets, qui a surtout besoin de savoir quel type d'engrais ou quel type de pesticides je dois utiliser pour quel type de culture, alors que pour un grand groupe, une filière bien structurée, intégrée, avec tous les maillons de la chaîne de valeur, peut-être dédiée à l'export, les enjeux sont différents en termes de digitalisation. C'est la gestion de toute la chaîne de valeur, la gestion d'une grande quantité de producteurs, etc. Donc, les besoins sont différents. En même temps, donc ça c'est côté niveau de structuration de la filière. Et au niveau pays, en revanche, ce que nous, on a essayé de mettre en avant dans le bouquin, il y a quand même un élément qui est important, et ça, c'est le niveau de maturité digitale. Bien sûr, il y a toujours des grandes différences entre, par exemple, urbain et rural, bien connu en Afrique, mais typiquement, les filières sont toutes un peu affectées de la même manière, parce que ils se trouvent tous dans le monde rural. Donc, en fonction de la maturité digitale dans un pays, bien sûr, la pertinence de différentes solutions digitales peut différer aussi. Donc, des fois, s'il n'y a aucune couverture Internet dans les zones rurales, aucune utilisation du smartphone, c'est compliqué de penser aux capteurs intelligents dans les sols pour proposer des bons engrais, peut-être. Alors que dans un contexte où on est déjà bien couvert par Internet, une bonne utilisation des smartphones, des téléphones, on peut penser à d'autres types de solutions plus avancées. Donc ça, c'est les deux dimensions que nous, on a analysées. Niveau d'intégration de la filière, niveau de maturité digitale au niveau du pays. C'est vrai qu'il y a des gros écarts entre les pays sur le digital, ça, c'est clair. Je pense qu'il y a même un effet double peine, que plus on est dans un pays où c'est moins développé, plus la zone rurale est encore moins développée. Je pense qu'il y a même un phénomène de double peine sur cette question. Je pense qu'il y a quand même deux composantes, effectivement. Enfin, je rejoins sur le volet. L'outil premier, c'est le téléphone. Alors, c'est un téléphone smartphone ou c'est ne serait-ce qu'un téléphone. Et c'est vrai que je pense que là où il va y avoir une taux de pénétration plus important, c'est là où il va y avoir le plus de téléphones, pas forcément smartphone, mais, euh, mais typiquement dans les pays où le mobile money est très développé, on est quand même sur finalement n'importe qui manipule déjà un téléphone et a besoin d'un téléphone, ne serait-ce que pour ses transactions. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de cash et tout ça, c'est vraiment par le téléphone. Et ça, du coup, c'est pas le même. Enfin, la technologie se développe quand même de plus en plus en Afrique, mais ça va influer sur ça. J'imagine qu'au Kenya, ça doit être très loin. Bah oui, mais déjà, on est sur un taux au Kenya. Je crois qu'on est à l'indicateur Banque mondiale sur le taux de pénétration de la téléphonie. On est à plus qu'un téléphone par personne sur la population, ce qui est juste, on est à plus que 100, enfin, plus 100%. Ouais, sur l'indicateur, parce qu'il y a un bel indicateur Banque mondiale sur le taux de pénétration, le taux de possession d'un téléphone. Et je crois qu'entre les pays d'Afrique, on va être de 50 à 100%, voire plus. Donc ça, c'est important aussi. Ça donne une première visibilité. D'autant que le premier élément qu'on entend, c'est que ce qu'ont besoin les agriculteurs, je ne dis pas que les solutions sont là, mais c'est une information sur les prix des marchés. Ne serait-ce que d'avoir juste le SMS qui dit à combien est le maïs aujourd'hui, même si de toute façon le gars qui est très reculé dans la campagne ne va pas pouvoir le vendre au prix du marché parce qu'il n'a pas la logistique derrière, mais au moins d'avoir un effet d'information. Ouais. Et donc ça, sur un téléphone de base, ça l'est. Mais celui qui n'a pas ce téléphone de base n'aura pas cette information-là. Ça suffit. Voilà. Et après, je pense que l'écosystème de l'innovation est aussi important, c'est-à-dire comment les gens se projettent finalement dans l'innovation agricole et dans le numérique agricole. Parfois, c'est juste un tableau Excel, hein, faut pas se leurrer, mais ça, c'est aussi différent d'un pays à l'autre. Dans les pays qui sont en lead, présentés en lead là-dessus, il y avait une vieille étude, je ne me rappelle plus qui l'avait fait, mais on avait le Kenya, l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Ghana, qui étaient quand même assez en lead sur cet écosystème-là, mais aujourd'hui, ça diffuse simplement en termes de recensement de start-up, d'accompagnement de start-up. Après, il y a tout et tout dans les startups. Donc, il y a des géants comme des plus petits. Mais voilà, ça donne une idée dans quel et parfois, trop de startups tuent aussi les choses. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une startup pour chaque coopérative ou pour deux coopératives. On développe un outil et donc ça crée aussi un manque de lisibilité et d'interopérabilité. Donc, mais pour autant, voilà, cet écosystème-là, bouillonnant, il est là. Et pas oublier peut-être l'enjeu
mais ça peut-être qu'on y vient après, attractivité dans le secteur agricole, jeunesse et emploi, quoi. Et ça, c'est quand même des points très, très importants sur comment on répartit l'emploi et le besoin d'emploi sur toute la chaîne de valeur. Et l'agtech, le numérique, fait partie de ce débouché-là. Et ça donne des perspectives à des jeunes qui se disent, bah ouais, là, j'ai touché un peu le numérique, je vais penser différemment mon agriculture par rapport à mes parents et mes grands-parents. Donc ça, c'est quand même un point où certainement la connexion avec l'urbain fait que ça ne se traduit pas de la même manière en fonction des pays. Julien, vous voulez compléter? Voilà, juste pour dire beaucoup de choses. On parle beaucoup de petits producteurs, mais il y a aussi des producteurs de taille plus conséquente, qui peuvent avoir une vingtaine d'hectares ou même parfois une centaine d'hectares. Donc évidemment, ces gens-là qui sont plutôt des investisseurs en général plus que des agriculteurs, eux sont numérisés, très clairement. Et on en voit de plus en plus. Hein. Dès lors qu'on commence à structurer les marchés, on s'aperçoit que les gens, comme par hasard, dans leur famille, du foncier qui existe quelque part et qui veulent valoriser. Côté intéressant. Ou dans pas mal de pays, on est présent. Alors moi, j'avais peut-être une dernière question, comme ça permettra aux autres de réfléchir à leurs questions. Je vois qu'il y en a 5 là en ligne, mais on les verra après, ou remarques. Comment on fait pour aller un cran plus loin? Comment on fait pour aller... Alors, le sujet que vous avez évoqué, encore faut-il demain qu'il y ait encore des agriculteurs. On sait qu'un des problèmes, c'est que les jeunes ne peuvent plus forcément faire ce métier qui est quand même difficile et peu valorisé. Donc, est-ce que c'est des questions de l'emploi, c'est des questions liées au financement que vous avez évoquées, des questions liées à la formation? Comment on fait demain pour accroître ce rôle positif? Le faire positif du numérique, c'est construire des data centers au milieu des champs, je sais pas. Comment on fait pour aller un cran au-delà? Peut-être d'un point de vue financement. Deux éléments, je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même du financement qui est mis sur la table. Alors, je ne connais pas un programme, par exemple, de la Banque mondiale qui aujourd'hui n'emporte pas une grosse partie digitalisation. Donc, sur leur petit système Resilience Programme, il y a l'accompagnement à la digitalisation, soit des pays, soit du secteur privé. Donc, ça, je pense que beaucoup de bailleurs se mobilisent là-dessus. Côté France, bien sûr, on a aidé Proparco, et puis j'en discutais tout à l'heure d'un appel à projet FASEP sur l'innovation agricole et dont le numérique et dont l'Afrique qui est en cours pour avoir des démonstrateurs que demain on espère de porter à plus grande échelle. Donc les financements sont là. Après, je pense qu'il y a aussi intérêt à faire se rencontrer les communautés. Et on a une très belle communauté française de petites, de grandes, enfin voilà, de petites, de grandes boîtes dans l'agtech, la ferme digitale, la French Agritech. Et je pense que c'est typiquement un champ qui peut être un peu plus investi en termes de coopération parce c'est vraiment du gagnant-gagnant pour le coup. On est vraiment sur des enjeux qui sont les mêmes et de se nourrir sur une innovation rapide que peut proposer l'Afrique. Ça peut aider nos boîtes aussi et vice-versa. Et donc là-dessus, voilà, au-delà des financements, de faire rencontrer aussi des bonnes idées et des bons acteurs. Et je pense que c'est deux axes intéressants pour aller plus loin. On est accueillis dans les locaux de Sian, je pense qu'ils vous diront pas le contraire. Effectivement, il y a des startups et même des grosses entreprises françaises dans le secteur agricole qui peuvent aider. Je suis tout à fait d'accord. Bien, Francis, Lénard, sur comment accélérer la chose? Moi, je vais un peu digresser, pas forcément sur le numérique, mais sur nos marchés, en tout cas céréaliers, il manque énormément, je crois que c'est toi qui en parlais tout à l'heure, c'est la logistique, notamment les infrastructures. Ce qui d'ailleurs a un impact conséquent sur la volatilité des produits. Dès lors qu'on n'a pas les capacités de stocker sur des périodes longues, dans des bonnes conditions, évidemment que ce sont des sujets qui pèsent sur la pérennité de ces activités, parce qu'après on manque de compétitivité, on manque de produits, on manque de recruteurs, etc., enfin, comme tout le monde peut imaginer. Donc évidemment, le numérique peut apporter là-dessus, mais avant ça, on disait tout à l'heure, c'est pas le smartphone qui va faire pousser le maïs ou qui va vendre, ça c'est clair. Donc là aussi, il y a besoin d'avoir des infrastructures qui soient numérisées, évidemment, mais qui soient bien plus conséquentes sur nos territoires, enfin sur les territoires africains. Et il y a un autre élément, je pense, qui est lié quand même, d'une certaine manière, au numérique, c'est que tout à l'heure, on parlait d'un marché. Alors c'est vrai que le producteur de cacao, peut-être qu'il a accès à des cours internationaux du cacao, mais c'est peut-être une des seules cultures où il a une valeur de cours. On n'est pas beaucoup, en tout cas. Dans les céréales, en tout cas, le cours du maïs, si on parle du Cameroun, n'existe pas. C'est l'offre et la demande sur les marchés, c'est la disponibilité du pays, du produit. Donc, on n'est pas du tout sur des marchés qui sont structurés. Et là, très clairement, le digital peut apporter quelque chose, d'aider à structurer des marchés avec des cours quotidiens, quand on peut le voir nous sur le natif. Ça permet évidemment
de structurer un marché et donc de, quelque part, de sécuriser le revenu du producteur, d'une certaine manière. C'est ce qui est un vrai enjeu. Francis, Nénard, complément. Euh, Moi, sur cette composante, ce que moi j'aurais apporté, c'est finalement de relativiser un peu ce qu'on attend du digital. Parce qu'en fait, bon, certes, c'est pas le digital en effet qui va faire pousser le maïs et tout, mais c'est surtout que il faut pas oublier que le digital dans l'agriculture et plus particulièrement dans l'agriculture africaine, c'est quelque chose qui est encore récent. En tout cas, à l'échelle de temps que moi je considère, je trouve que pas mal de modèles sont encore en train de se roder, en train de se chercher. Il y a très peu de solutions qui sont aujourd'hui à l'équilibre ou qui ont démontré une rentabilité et tout. Donc, c'est quelque chose qu'il faut remettre en perspective. Et chez Agrosphère, en tout cas, moi, ma vision dans la manière de piloter Agrosphère, c'est de se dire qu'on est en train de travailler à transformer l'agriculture, mais surtout à créer le modèle de l'agriculture de demain. Et tout à l'heure, je ne sais plus lequel d'entre vous a fait référence à la prochaine génération d'agriculteurs. C'est aussi celle-là qu'il faut anticiper. Donc, les conceptions, les approches qu'on est en train d'élaborer, c'est de se dire on tente des choses sur cette génération pour trouver les bonnes ficelles pour la génération suivante. Et bon, quand je dis génération, on est en train de parler de modèles qui doivent arriver à une bonne stabilité dans 5 10 ans maximum. Et par rapport à ça, tout à l'heure, je l'ai dit, il y a un prochain pas qu'on est en train de faire côté Agrosphère et qui, à mon sens, est vraiment l'avenir. C'est même en tant qu'agritech, en ayant démarré dans le digital et dans les solutions, c'est d'aller vers le physique et de prendre racine et d'avoir des interactions et de créer des points pivots. Donc aujourd'hui, c'est vraiment notre ambition, c'est d'être un point pivot autour duquel vont graviter, que ce soit les fournisseurs d'intrants, ce qu'on fait déjà, mais on va l'intensifier, que ce soit les fournisseurs de services divers, que ce soit de l'autre côté, l'industriel ou le producteur qui vont tous converger vers nous en tant que point physique, utilisateurs de nos services digitaux, mais ils vont nous retrouver dans la vraie vie où on pourra avoir des interactions notamment sur la matière première, son stockage, parce que c'est un vrai sujet. La logistique, parce que ça aussi, c'est en effet, c'est un vrai sujet. Julien le disait tout à l'heure. Les producteurs n'ont pas les conditions pour stocker le maïs ou autres denrées. Et donc, là aussi, les produits vont se détériorer très, très vite. Et il y a des pertes qui sont monstrueuses dans certaines filières. Dans tout ce qui est fruits et légumes, il y a des filières où c'est 40-60% des produits qui n'arrivent jamais dans l'assiette de personne. Donc ça aussi, c'est un vrai sujet. Et donc nous, voilà, notre démarche d'aller dans le monde physique, en guillemets, vise à répondre en un seul point à beaucoup de problèmes complexes. Le digital, c'est l'un des sujets, effectivement. Le mélange physique et digital. Et donc, pour aller plus loin, donc difficile de trouver une conclusion simple vu que le sujet est complexe et très divers en fonction des pays, des filières, matière digitale. Il n'y a pas de solution magique, mais quelques éléments que j'ai en tête quand on parle de la traçabilité. Je pense qu'une des questions clés, c'est qui a accès aux données et qui a le droit de valoriser ces données. Parce qu'encore une fois, il y a plein d'acteurs de tous les coins, entre guillemets, peuvent bénéficier ou pourraient exploiter ces données que le secteur public, l'agriculteur pour faire valoriser sa stabilité financière pour accéder au crédit, bien sûr les agrégateurs pour mieux superviser la chaîne d'approvisionnement, bien sûr les régulateurs, Union européenne, reporting. Donc il y a plein d'acteurs qui pourraient en faire quelque chose. Donc la question se pose, qui a accès à ces données, qui a le droit de l'exploiter. Ça, c'est une idée, une question à clairement se poser dans le contexte traçabilité, je trouve. Et une deuxième pensée que j'avais en tête, ça a été adressé plusieurs fois aussi. On pense beaucoup en catégorie les petits agriculteurs, vivriers, les grands internationaux, peut-être liés à l'exportation. Donc, réfléchir plutôt à la transition. Comment le digital peut aussi aider à transiter d'une situation vivrière non connectée vers quelque chose où peut-être, via le contract farming par exemple, peut contribuer à l'agrégation des stocks qui sont ensuite dédiés à l'export. Donc, cette transition d'une catégorie déconnectée, isolée aujourd'hui vers une agriculture de rente qui est plus bénéfique pour les agriculteurs comme aussi pour les autres maillons de la chaîne de valeur. Ouais.
Merci. Et puis, pour revenir à ce que disait Vincent aussi sur l'importance de faire monter les jeunes aussi sur ces sujets, il y a quand même quelques projets financés notamment par l'AFD ou la Banque mondiale, d'incubateurs, certaines universités. On a pu parler d'Afrique du Nord, et par exemple, l'AFD actuellement finance l'incubateur de l'université Fès-Meknès, Méditerranée, enfin Euro-Méditerranée, à Fès, hein, à Meknès. Et c'est un incubateur sur l'agritech. Donc, pour encourager des startups dans le domaine du croisement agriculture et numérique. C'est aussi un des moyens. Il y a des financements qui ne sont pas que des prêts hautes, on favorise des incubateurs. Bah, écoutez, on a plus notre soir de réunion, mais c'est pas fini parce que maintenant on va répondre à quelques questions. Alors, je ne sais pas si Virgile, il y en avait dans les discussions, les cinq, ils étaient contents de nous voir. Et voilà, mais il y en a en salle. Alors, non, bah, je vais pas commencer par Étienne, parce qu'à chaque fois c'est Étienne. Au fond, après c'est Jeanne et Étienne. Monsieur, oui, vous. Je sais qu'on a parlé beaucoup des filières végétales, et des influences Oui. de ma part. Tout à fait. Selon vous, les questions se posent dans les mêmes termes pour les filières animales et notamment pour les filières qui sont un peu à l'intersection entre les deux, je pense à la de la nutrition animale. Alors, bon, pour Anthony, je vais répondre parce qu'on fait de l'alimentation animale, on fait de l'élevage également. Oui, on pourrait dupliquer effectivement ces besoins et d'ailleurs même on s'appuie avec des systèmes d'information français pour suivre notamment le FEPTEL, l'appartement des FEPTEL, etc. Donc ça existe déjà. Ce qui est compliqué, c'est que là, c'est une mentalité, c'est une culture à mettre en place au sein des éleveurs. Même des gens qui ont des gros élevages ont du mal à franchir le cadre de la numérisation, peut-être par peur de rentrer en formel, mais ça c'est un autre débat. Mais au-delà de ça, il y a des systèmes qui sont en train de se développer et qui sont portés là pour le coup par les privés, et notamment par les producteurs d'animaux. Léna. On a fait une étude au Niger pour un bailleur de France qui aussi se posait la question en quoi le digital représente un potentiel pour le secteur agricole. Et au Niger, on a à la fois les agriculteurs, donc qui cultivent la terre, et on a aussi est-ce que c'est agropasteurs? Oui, agropasteurs. Donc ceux qui élèvent et qui font promener le bétail. Et là, il y a beaucoup de conflits entre ceux qui font promener le bétail et ceux qui cultivent. Donc ça, c'était un des grands enjeux. Et alors, la question est comment le digital peut contribuer à ça. Et nous, on avait on a fait une étude là-dessus. Ce qu'on a trouvé, c'est la diffusion du droit foncier, afin que les gens sachent déjà c'est quoi le droit foncier, où est-ce qu'un terrain se borne, est-ce que ça appartient à quelqu'un ou pas. Deux, il y a des capteurs intelligents pour tracer aussi le déplacement des bétails. Ça peut avancer pour ces régions d'hiver, mais voilà, ça c'est une piste. Et troisième, c'était l'installation de banques d'aliments de bétail connectés. Donc là, pour orienter le passage des bétails, pour voir quels sont les stocks de nourriture nécessaire, etc. Et comme ça, apaiser la situation et fournir des alternatives à ces corridors de passage de bétail pour ne plus avoir ce conflit entre agropasteurs et cultiveurs, agriculteurs. En commentaire là-dessus, effectivement, moi j'ai pas mal d'exemples aussi de projets pilotes sur la traçabilité animale, avec peut-être l'angle qui est quand on trace un animal, on le trace plus en tant qu'asset, en tant que ressource, qu'en tant que production, ce qui fait que l'approche est un tout petit peu différente. Et du coup, on arrive dans des travers autres, c'est-à-dire que sur l'enjeu, en Afrique de l'Est, l'enjeu c'est les animaux vivants, comment on les transforme et comment on peut les exporter sur le Moyen-Orient, parce que de toute façon, tous les produits animaux de manière globale, à l'exception du miel et puis des poissons, ne trouveront pas preneur aujourd'hui sur le marché européen pour des questions de traçabilité, de suivi sanitaire, de maladies. Et c'est vrai qu'il y a un énorme enjeu autour de la traçabilité, du suivi de la santé sanitaire. Pour le Moyen-Orient, ça se traduit par des quarantaines plus ou moins longues. C'est-à-dire, en gros, on n'a pas de traçabilité à un moment donné, mais après, derrière, en quarantaine, par l'eau, on arrive à peu près à les tracer. Certains pays veulent aller plus loin, mais là, ça rejoint sur... moi, ce que je vois comme travers sur la traçabilité animale, c'est qu'on est souvent rentré par l'outil. En gros, c'est quel tag, c'est quel bolus, c'est quel truc, plutôt que de se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire avec la traçabilité. Et typiquement, dans le discours avec les pouvoirs publics, il y a plus on met un bolus parce qu'on pense que c'est ça ce qui va éviter de se faire voler un animal et que du coup il va biper quelque part et puis on va le retrouver et du coup ça va dissuader des acheteurs informels de récupérer un animal. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? J'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que ça coûte très cher. Par contre, très peu parlent de la traçabilité comme étant un biais, enfin une voie d'amélioration génétique.
et d'utiliser ça plutôt pour avoir le croisement, suivre le croisement, y compris pour des... Et donc, c'est vrai que c'est intéressant de se reprojeter autour de ça. Qu'est-ce qu'on veut faire avec la traçabilité? Quel système on met en place, public-privé, par rapport à ça? Et ça, je sais que y a des actions, notamment IDEL, Institut de l'élevage, qui travaillent un peu là-dessus. Il y a d'autres acteurs, mais je pense qu'on a besoin de switcher d'une logique outil, solution technique vers un sujet système. Et là, effectivement, c'est vite des investissements importants et du travail de longue haleine avec un changement de modalité. Je désespère pas. Je pense qu'il y a des belles choses à faire, mais il faut réussir à convaincre et reprendre le chose sur quelle information on veut, comment on la produit, et ne soyons pas exhaustifs. Si on attend d'être exhaustif, on fera rien. Après, il y a en Afrique, tout du moins, le modèle de distribution qui est en train de se moderniser avec l'arrivée des enseignes comme Carrefour ou Casino qui veulent essayer de promouvoir la production locale. Ils nous demandent très clairement d'avoir une vraie traçabilité sur les œufs, sur le poulet. Enfin, on commence à y rentrer. Et on commence aussi à rentrer sur un autre phénomène. Pour ça, la numérisation dans l'alimentation animale, dans l'élevage est importante. Parce que jusqu'à présent, on vendait des poulets à la pièce et on commence à les vendre au kilo. Donc, ça change aussi le besoin de performance. Bonne question et merci pour vos réponses. Oui, je me pose une question sur la vulgarisation du système. Parce que, en fait, on dit que, c'est dans le bouquin là, qu'il y a 2 tiers de la population active qui sont des paysans. Donc, sur une population d'1,5 milliard d'Africains, ça veut dire que il y aurait 1 milliard d'agriculteurs à peu près. Enfin, tous ne sont pas actifs. Il y a encore des jeunes. Non, les jeunes sont... Ça sera des enfants, on peut y revenir. Mais... 500 000. Si on enlève ce qu'on appelle les agricultures de rente dont on a parlé, le caoutchouc, le cacao, le café, le coton, l'anacarde, etc. Est-ce que, et qui sont, alors à mon avis, eux, facilement pour rentrer dans le système, parce qu'il y a la masse, il y a l'export, il y a la traçabilité, etc. Pour les autres, est-ce que on n'est pas sur une population de happy few qui ont accès à ce système-là? Parce que quand on voit les paysans qui sont en Afrique, qui ont 1 hectare ou demi-hectare, etc., et qui font des cultures vivrières, est-ce que ces gens-là rentrent dans le système ou sont concernés par le système aujourd'hui? J'ai un problème de masse par rapport à cette présentation que je trouve très intéressante en termes de fonctionnement. Mais à qui ça s'adresse concrètement? Bon. Peut-être pour répondre là-dessus, pour moi, ça s'adresse à tout le monde, mais pas dans les mêmes termes. C'est comme quand on présente l'agriculture de précision et qu'on montre un tracteur complètement autonome qui va asperger un produit phyto au centimètre carré parce qu'il a une information satellite et tout ça. On sait très bien que ça ne se décline pas comme ça, même pour tous les agriculteurs en France. Absolument pas. Et donc, l'agriculture de précision, pour autant, elle peut parler à tout le monde. La question, c'est quel est le niveau de précision qu'on veut avoir. Et donc, c'est vrai qu'il y a des gens qui vont avoir 20 hectares, qui vont avoir des outils de gestion de leur exploitation, parce qu'à un moment donné, il y a un retour, il y a un besoin de contrôle de la performance économique, agronomique et tout ça. Sur le petit producteur, ça passera de toute façon par du digital, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. On a un téléphone, on a une information sur les marchés. Le point qui fera grandir, qui fera évoluer aussi le schéma, c'est ce retour sur la performance globale, c'est-à-dire combien j'ai gagné, combien j'ai mis et combien j'ai gagné. À un moment donné, ça, rien qu'à petite échelle, c'est juste saisir 3 infos et avoir un retour en 3 infos sur le besoin. Donc, ça peut être des petits pas. Mais encore une fois, c'est se caler sur ne pas plaquer une solution en se disant ça marchera pour tout le monde. C'est vraiment repartir du besoin, de ce qu'on pressent du besoin, ce qu'on peut imaginer comme étant utile. Et donc, ça prendra plein de formes différentes. Mais ça, je comprends bien, mais il faut encore que cette personne, elle ne soit pas toute seule. Parce que même si elle a son smartphone et qu'elle a une information sur le prix, etc., si elle est isolée, elle ne va pas pouvoir améliorer sa production. Admettons que les rendements soient inférieurs, il va falloir qu'elle ait accès aux entrants, donc il faut qu'elle fasse partie d'une communauté. Oui, après, je ne suis pas sûr que tous les agriculteurs ont un smartphone. Comme on l'a dit tout à l'heure, ça peut se faire avec des téléphones plus simples.
C'est ce qu'on n'a pas précisé, c'est sur l'organisation, enfin, en tout cas pour ce qui concerne notre société. On a des dizaines d'agents de terrain qui accompagnent ces producteurs au quotidien. Et c'est eux d'ailleurs qui remplissent les systèmes d'information. C'est pas l'agriculteur, mais la plupart des installés. Et donc c'est important, mais je pense que Francis va en parler quand on parle de vulgarisation, il faut que ce soit très graphique. Que du coup, ces supports doivent être particulièrement graphiques, doivent être faciles d'accès même pour n'importe qui n'a pas été à l'école, donc c'était quand même quelque chose d'important. Mais s'il n'y a pas une structure, on appelle ça l'amour agricole, s'il n'y a pas une structure d'amour agricole qui accompagne ces producteurs, vous avez raison, ça ne fonctionne, ça ne peut pas fonctionner. Il faut qu'il y ait ces ressources-là qui soient sur le terrain et qui accompagnent tant sur la partie reporting ou relevé d'informations que sur la partie formation. Si on prend l'exemple typique, je sais pas, sur la campagne, tu as fait 3 tonnes sur l'hectare, l'objectif c'était 5 tonnes. Ensemble, on essaie de comprendre pourquoi tu n'as pas réussi à atteindre l'objectif et ensemble, on va travailler pour améliorer la performance. Mais c'est pas tout seul qui le fait. Et cet encadrement, il est fourni par qui? Parce qu'on appelle des agents de terrain, des techniciens agricoles qui vont sur le terrain en contact des agriculteurs. D'accord, j'ai compris. Ils sont chez nous. C'est qui? Ils sont fonctionnaires de l'État? Ah non, ils sont salariés de notre société. De notre société. C'est la Somdia, ils sont salariés. Oui, d'accord. Pas de Somdia, parce que Somdia, vous encadrez, c'est comme ça a été avec la CFDT quand on encadrait les cotonculteurs, etc. Exactement. Mais là, on est dans un monde déjà organisé. Ouais. Or, une grande partie des paysans, enfin, ce que j'ai vu, à moins que c'est changé depuis que j'ai quitté l'Afrique, ce sont des gens qui sont avec leur dabat, leur machin, avec un hectare, etc. Ouais. Et ils sont... Alors, je crois que Francis a mis à distance. Francis, après Lénard, Vincent. Je sens que la question fait réagir. Francis. Ah, vous êtes dans le mute. Votre micro doit être coupé. Micro. Oui, désolé. C'est une question qui est très intéressante, mais je vais y répondre en présentant aujourd'hui, nous, les 3 circonstances dans lesquelles on opère. La première circonstance, c'est qu'on travaille avec des coopératives qui sont relativement structurées et qui ont des équipes d'animation. Donc, ces équipes d'animation, c'est ce que Julien décrit, c'est-à-dire c'est des techniciens agricoles qui ont comme rôle de faire vivre la coopérative. Et c'est eux que nous allons équiper de nos solutions et c'est eux qui vont utiliser ces solutions-là comme une boîte à outils qu'ils vont déployer au sein de l'organisation pour l'animer, l'organiser. Le deuxième cas, c'est on travaille avec une organisation industrielle comme Somdia qui a déjà son réseau de terrain. Là, la même chose, on met à disposition la boîte à outils qui va être utilisée pour faire la même animation au sein de réseaux de producteurs. Et le troisième cas, encore là, une fois, il n'y a ni l'un ni l'autre des 2 premiers cas. Donc, nous allons déployer notre dispositif terrain. Et ce dispositif terrain, souvent, va s'adosser à un dispositif qui est mis en place par les États, à la seule différence que ce dispositif mis en place par les États est insuffisant. C'est un dispositif en moyenne en Afrique, on va dire de l'Ouest, c'est de 1 technicien mis à disposition par l'État pour 1000 producteurs. Donc, il ne peut clairement pas faire un travail du même niveau d'accompagnement que lorsqu'on a une coopérative de 100 personnes avec 2-3 personnes pour l'animer. Donc, nous, on va venir par-dessus ce dispositif-là et déployer nos équipes. Et dans ces cas-là, généralement, le niveau, évidemment, d'accompagnement et on va dire la granularité d'intervention, voilà, elle n'est pas la même. Donc, forcément, le niveau de service et le niveau de précision dans l'accompagnement va être un peu différent. Et ça me permet de faire, encore une fois, la transition vers l'évolution qu'on est en train d'avoir chez Agrosphère. C'est que nous allons compléter ces 3 dispositifs d'un 4e dispositif, qui est le point physique. Donc, le point physique qu'on baptise AgroStore chez nous va être un endroit où ce n'est pas nous qui allons vers le producteur, mais c'est le producteur qui va venir vers nous parce qu'il sait qu'il y a un guichet à ce niveau-là où il peut aller chercher l'information, il peut aller chercher du conseil. Et à ce guichet-là, on va pouvoir collecter les informations sur ce qu'il fait, comment il le fait, donner les conseils qu'il faut, lui permettre d'acheter des intrants de qualité, lui permettre d'avoir de l'information sur le marché. Donc, en un point physique, il a accès à tout. Et donc, ça permet de le désenclaver. Et ça permet aussi aujourd'hui au modèle Agrosphère de s'étendre parce que on travaille essentiellement avec des organisations de producteurs, des coopératives. Dans le modèle avec l'AgroStore, on va pouvoir travailler aussi avec des producteurs indépendants qui ne font pas partie de ces organisations-là, mais qui peuvent, dans ces cas-là, venir vers nous et avoir quasiment le même niveau de service et d'accompagnement. Merci, Francis. Léna, Vincent.
Je pense qu'il y a beaucoup de points intéressants qui ont déjà été évoqués, donc je vais être très, très rapide, mais je pense que la question, encore une fois, c'est la transition d'une agriculture vivrière vers une agriculture de rente. D'accord, c'est ça la question, et comment le digital peut favoriser peut-être cette transition. Moi, j'ai vécu un peu cette transition au Mozambique quand on faisait une étude pour la Banque mondiale, où on se posait entre autres cette question. Et la réponse, donc déjà, la première question, c'est quel type de culture pourrait remplacer les cultures de vivrières? Et la réponse qui ne plaisait pas à tout le monde, c'était le tabac sur place, qui était une vraie agriculture de rente dédiée à l'export. Il y a une entreprise internationale qui effectivement fédérait les différents agriculteurs et achetait sous forme de contract farming. Je sais pas comment ça dit en français, le contract farming, c'était la même chose. Donc, avec des contrats individuels, effectivement, pour acheter de la production, je sais pas, une fois par mois ou quelque chose comme ça, et exporter ça ensuite. Et effectivement, comment derrière on peut s'organiser? Ça, c'est Francis qui l'a évoqué, des coopératives, des organisations paysannes qui stockent ou regroupent cette production et ensuite distribuent d'ailleurs aussi les engrais, les pesticides, normalement dans les tabacs, les gants qu'ils n'ont pas fait, par exemple, des éléments comme ça. Donc, ces éléments de contract farming, c'est une des premières étapes, je trouve, d'une étape de transition de l'agriculture vivrière vers l'agriculture de rente. Et le digital peut favoriser ça. Et de mémoire, l'étude qu'on avait fait à Madagascar en 2019 sur la riziculture, c'était déjà des riziculteurs, donc 1 hectare en moyenne, souvent l'homme et la femme, donc vraiment voilà, ce niveau dont parle Stéphane. Et puis derrière, ça avait un vrai impact, parce que c'était un moyen de les embarquer, éventuellement augmenter leurs revenus parce qu'on achetait plus. Mais tous ceux qui, un peu comme Mme Somdia, qui faisaient la gestion de la donnée, c'était pas l'agriculteur, c'était le meunier, donc celui qui venait acheter. C'est lui qui enregistrait tel nom, telle personne, tel endroit, éventuellement tel repérage géographique pour acheter telle quantité. C'est pas l'agriculteur qui le faisait, et c'était plutôt le meunier, donc celui qui faisait le tour, comme ça pourrait être des formateurs ou des agents, qui faisaient ce tour et qui gérait en moyenne entre 50 et 80 agriculteurs. Non, et puis D'accord, Étienne. non, mais effectivement, je pense que on voit pas mal de schémas qui se développent et je pense qu'on évolue progressivement d'un conseiller qu'on va avoir public, qui est dans la sphère publique, vers un mode un peu plus privé, faisant le constat que qu'il fallait un peu plus de caractère incitatif à aller vers l'avant des agriculteurs. Et c'est vrai que on va avoir des systèmes de jeunes entrepreneurs qu'on va installer avec un maillage le plus fin possible. Ça peut être financé par les bailleurs ou de farm leader, c'est-à-dire plutôt qu'un conseiller public, d'avoir quelqu'un qui est vraiment actif et qui peut faire de la démonstration. Voilà. Après, derrière, se pose toujours la question du rafraîchissement des connaissances. Et quelles connaissances on a là? C'est-à-dire que c'était le problème du conseiller, on va dire, public extensionist, donc vraiment public, il y avait un sujet de rafraîchissement. Sur les entrepreneurs, c'est peut-être un peu plus simple. Alors, peut-être parce que c'est des jeunes aujourd'hui qui ont un certain nombre de nouvelles connaissances, mais qu'il faut toujours entretenir. Donc, c'est aussi comment on fait vivre ce système-là pour faire en sorte qu'il soit là. Et ça, je pense que ça se développe pas mal. Après, on parlait tout à l'heure de programmes radio, de choses comme ça. Il ne faut pas négliger ce média-là qui permettent d'amener dans les filets un certain nombre de personnes, de faire connaître ce qui existe à un plus grand nombre et finalement voilà, d'arriver vers des modèles qui permettent d'accéder à des points fixes ou en tout cas des gens qui vont pouvoir diffuser la connaissance. Oui, la question que je vais vous poser, elle vient à peu près d'être évoquée, donc je vais être très, très rapide. Je voulais simplement faire remarquer que, si je comprends bien, il y a beaucoup d'acteurs, de producteurs en grande quantité, même s'ils produisent moins en quantité, leur nombre est très important, et donc c'est eux qui couvrent la majorité des acteurs. Et il me semble qu'il y a quand même 2 considérations pour développer ces questions digitales. La première, c'est qu'il faut quand même un peu d'équipement et du pratique. Donc, il faut des téléphones, il faut donc de l'électricité. Tous n'ont pas l'électricité. Et il faut une connexion à Internet. C'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il faut les former. Même si c'est assez facile, il faut quand même qu'ils aient une petite démonstration et sans doute 3 fois plutôt qu'une. Et donc, si on prend des millions et des millions de producteurs, la tâche est absolument immense. Donc, est-ce qu'on est parti pour un siècle pour développer ça, ou est-ce qu'on va finalement arriver, sans trop le vouloir peut-être, à un phénomène de concentration? C'est-à-dire que à la fin, tous ces petits producteurs, ils vont disparaître pour se regrouper, ils vont être repris, ils vont se mettre ensemble, je ne sais pas. Autrement,
Est-ce que c'est pas un peu du vœu pieux? Voilà, mais c'est dit différemment la question de Stéphane. Je pense que les éléments de réponse, après, Oui, oui, donc ça ne va pas peine de répondre parce que vous avez déjà répondu. Mais encore une fois, je pense que c'est dans l'équipement, etc., surtout dans les zones les plus pauvres et reculées, c'est pas forcément l'agriculteur qu'il faut, c'est pas forcément l'agriculteur qu'il faut équiper, mais ça peut être le meunier, les agents, les formateurs, voilà. On n'est pas, c'est peut-être un niveau au-dessus qu'il faut équiper. Me semble-t-il. Alors, monsieur Laurent, vous étiez là-bas, puis après, voilà. Bien entendu que la digitalisation de l'agriculture, d'après monsieur, c'est essentiellement pour faire passer à des cultures de vente. Or, le grand enjeu de l'Afrique, c'est la sécurité alimentaire. C'est justement d'augmenter la production vivrière. Donc, est-ce que c'est uniquement dédié au développement des agricultures de rente, donc tout ce qui est l'agriculture de produits exportés, ou est-ce que ce n'est pas non plus, et peut-être l'enjeu le plus important, celui de développer la production vivrière? Je crois que les deux sont liés, en fait. Les deux sont liés parce que, évidemment, il y a cet enjeu qui est l'enjeu principal, qui est assurer la sécurité alimentaire. Ça reste quand même l'objectif premier. Mais dès lors qu'on améliore les rendements, dès lors qu'on augmente la production, on peut générer aussi des revenus. Voilà. Donc, je pense que les deux enjeux sont là. Ils ne sont pas contradictoires. Non, ils vont de pair, je crois. Non, et puis même, d'un point de vue sécurité alimentaire, on parlait tout à l'heure on peut le placer au niveau agriculteur, mais une vision un peu plus sécurité alimentaire à l'échelle d'un pays, à l'échelle d'une région ou autre, elle ne passe pas forcément par des données individuelles des agriculteurs. Et on ne va pas savoir quelles vont être les prévisions de récolte si on interroge 4 millions d'agriculteurs pour un pays. C'est juste pas possible. Donc, c'est d'autres outils qui peuvent aider aussi à avoir ça, à orienter. Je pense que le volet logistique est important. Les stockages, il y a des grands stockages et des plus petits stockages. Avoir des informations sur les données qui sont stockées, c'est aussi important. Après, c'est stratégique et ça devient, il faut pouvoir bien la gérer. C'est à quel point les stocks et les données qui sont en stock sont très vite des données qui valent cher. Donc voilà, il faut trouver aussi cet équilibre-là pour savoir aussi comment on a un volet autosuffisance au-delà des marchés, comment on peut garantir aussi une certaine autosuffisance locale, régionale, en maïs, en manioc. Et l'un d'entre vous l'a dit, 40 à 60% de la production actuelle agricole africaine ne se termine pas dans les assiettes. Donc, il y a aussi une déperdition colossale. Je ne sais pas que le numérique va tout régler, mais ça peut être aussi un moyen, on a évoqué les sujets, la traçabilité, etc., logistique, de réduire cette source de perte, c'est déjà colossal. Oui. Dans les différentes interventions pour lesquelles vous remerciez d'abord, j'ai pas senti l'implication des États dans les différents projets de digitalisation. Est-ce qu'il y a des pays où on sent plus que l'État puisse s'impliquer dans ces projets ou que d'autres? Parce que moi, j'ai un peu par exemple pour la collecte de données. S'il n'y a pas une trame qui a été finie en coordination avec les pouvoirs publics, si demain, on sait pas, on met en place un autre projet pour venir, on va dire non, finalement, on ne part plus sur cette base, on repart, ça va être un boucle, quoi. On va être tout le temps, on sera en train de répéter les mêmes choses à chaque fois. Est-ce qu'on fait, c'est des projets qui sont menés en coordination avec les pouvoirs publics ou on est sur du plus privé? Parce que je n'ai pas senti, je pense que ça donne pas mal d'exemples. Et j'ai pas, en aucun moment, j'ai noté même les embryonneries, j'ai pas beaucoup noté, j'ai pas senti du tout. Au concert, tel pays, on a été très accompagné par l'État. D'accord, on a compris la question, merci. Francis? Je ne sais pas si je suis la bonne personne pour répondre à cette question parce que moi, la réponse que je vais donner, c'est celle d'un jeune entrepreneur, d'un dirigeant de start-up et donc pour qui travailler avec les États, c'est pas quelque chose qui, dans l'essence même de ce qu'on fait, est facile. Parce que moi, je dois aller très vite, je dois tester, vérifier des faisabilités, je dois réaliser des choses, confirmer mes modèles pour les adapter et aller vite.
Et j'ai pour l'instant pas encore eu la chance d'arriver à trouver un tempo sur lequel un État, parmi les 4 pays où on intervient, pourrait se caler et faire des choses avec nous. Mais je sais qu'il y a des initiatives au niveau des États, hein, il y a des choses très intéressantes. En tout cas, il y a des ambitions qui sont affichées. Et l'exemple que vous donnez dans votre question est d'ailleurs, à mon avis, l'exemple de ce que certains États font et qui n'est pas bon. Pour vous donner un exemple, sans pointer particulièrement personne du doigt, au Bénin, par exemple, l'État a un système de collecte de données qui est une solution qui a été généreusement offerte par une entreprise ou un bailleur international. Et l'État oblige n'importe quel acteur qui veut manipuler de la donnée dans le secteur agricole à utiliser cette solution. Et typiquement, c'est une très mauvaise idée. Ça ressemble à une bonne idée au départ, mais c'est une mauvaise idée. Sur ce genre de problématique, ce qu'un État devait avoir comme approche, c'est en effet peut-être d'imposer un modèle, mais pas forcément un outil. Mais c'est voilà. Mais pour revenir sur la question des États, ce que nous on fait par exemple sur la grosse ferme, les États y voient un intérêt et on a parlé avec les gouvernements dans tous les pays où on opère, c'est la visibilité sur les chaînes de valeur. Donc nous, on structure les chaînes de valeur et on a la capacité sur des questions de sécurité alimentaire, sur des questions d'évaluation de capacité réelle dans des filières, de donner des chiffres qui peuvent être plus précis, plus pertinents. Moi, j'ai fait l'expérience au début, quand j'ai commencé à travailler, par exemple, dans la filière ananas au Bénin, de rencontrer on va dire une dizaine d'officiels du ministère de l'Agriculture et de leur poser à tous la même question, quelle est la capacité de production d'ananas du Bénin? Et j'avais 10 réponses différentes. Merci, Francis. Vincent, peut-être? Oui, je pense que si, il y a pas mal d'initiatives qui associent privé et public. Après, je pense que le gros enjeu, c'est comment susciter le dialogue, non pas pour raisonner données et stockage de données, parce que très vite, on peut avoir un raisonnement simpliste, il faut une seule base qui est alimentée par toutes les données, mais plutôt raisonner information. Et donc, de quelle information vous avez besoin? Pouvoir public à l'échelle nationale, pouvoir public à l'échelle régionale, euh, agro-industriel, petits producteurs, grands producteurs. De quelle information vous avez besoin? Et qui est capable de la fournir ou comment collectivement on est capable de la produire, cette information-là, avec quelles données de base? Et c'est là que du coup on peut avancer par priorité en se disant, du coup, il faudrait peut-être une trame de détection qui couvre toute la zone, avec quel rafraîchissement, je ne sais quoi. Et finalement, beaucoup de données, la FAO fait beaucoup de choses, beaucoup de données, c'est aussi de l'extrapolation. Et c'est une idée fausse aussi de se dire qu'en France, tout est centralisé dans une seule base. C'est-à-dire, les professionnels donnent de l'information. Bien sûr, avec la politique agricole commune, on a de l'information, mais personne n'a toute l'information en accord. Donc, il y a aussi besoin de beaucoup de pédagogie sur ce que c'est ou ce que c'est pas le modèle cible. Et dans le modèle actuel où l'interopérabilité elle est importante et où on a plein de choses sur le cloud et compagnie, Microsoft est très présent aussi sur des choses comme ça. Donc, je pense qu'il n'y a pas une seule solution, mais par contre, se dire de quoi j'ai besoin avec ma casquette, ça permet aussi de se dire comment on peut travailler de manière collective pour répondre à ce besoin-là. Et voilà. Il nous reste 4 minutes, peut-être le temps d'une dernière question. Il s'en respectera. Monsieur. En fait, j'avais une remarque et une question pour rebondir sur les propos de Vincent. Effectivement, au Kenya, il y a un bel exemple. C'est Pula, avec leurs assurances paramétriques, qui, en fait, par un modèle, donc un algorithme, permet, en fait, de gérer les aléas climatiques sur des données qui sont topographiques, météorologiques. Ça permet vraiment aux agriculteurs. Après, ça reste, comment dire, les objectifs, donc c'est à la centaine de mètres près, de kilomètres près, mais on peut, après des aléas climatiques, si les impacts sur les rendements, faire faire basculer une prime à l'agriculteur. Donc, il y a vraiment ces questions de données qui sont intéressantes. Et au Kenya, effectivement, il y a pas mal de high-tech qui bougent là-dessus, sur l'information. Moi, ma question était plutôt vis-à-vis de Julien et Francis. C'était donc, j'ai compris sur les points physiques, j'ai compris aussi sur le besoin des infrastructures. Après, je me posais la question, est-ce que vous pensez, vous, mutualiser les réseaux avec d'autres réseaux de distribution déjà existants pour soit atteindre
ces petits agriculteurs qui sont finalement très atomisés, et où il y a une multiplication d'acteurs et d'intermédiaires qui font perdre la valeur à tout le monde. Alors, je sais pas si Francis veut répondre en premier. Tu complètes. Déjà, je parle de mon expérience, puis tu compléteras. Tu auras une vision certainement qui sera plus exhaustive que la mienne. En fait, aujourd'hui, dès lors qu'on s'attaque à une filière, on va vers le producteur. Ce qui est vrai, alors, peu de temps, mais ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, la filière, elle existe déjà depuis longtemps, où il y a le producteur, il y a le coxeur, il y a le grossiste, il y a la coopérative qui fait semblant d'être là, et puis après, il y a l'utilisateur. Donc, il y a beaucoup d'intermédiaires. Dans nos schémas, en tant que privé, nous, notre objectif, c'est d'aller directement vers le producteur, à partir du moment où il est identifié, ce qui est pas simple. Donc, nous, on est vraiment dans cet objectif-là, de pouvoir aller vers la source initiale et surtout de faire en sorte que toutes les marges qui sont collectées entre-temps par chaque intermédiaire puissent aller plutôt au producteur, quoi. Le problème qu'on a, ça c'est facile, sur le papier ça marche toujours. Par contre sur le terrain, c'est qu'on est en compétition. On est en compétition sur des sujets très basiques, notamment sur le paiement en cash. On parlait de money, pardon. Ou, par exemple, si on va au nord du Cameroun, lorsqu'on veut acheter n'importe quelle céréale, on va être en concurrence avec des Nigérians qui traversent la frontière avec des gaz de billets. Et ça, c'est vrai dans tous les pays africains. On est en concurrence avec des gens, ce qu'on appelle des coxeurs, qui viennent acheter directement la production. Donc, tout l'enjeu pour nous, et c'est important pour structurer les filières, c'est de faire en sorte de fidéliser. Donc, on devient presque des commerciaux vis-à-vis de ces producteurs. Et notre outil de fidélisation, c'est justement l'intrant. L'intrant, c'est pour les aider à être plus efficaces au niveau de la performance, mais c'est aussi pour les fidéliser. C'est aussi un autre outil pour faire en sorte qu'on ait sur des filières qui soient plus directes, des relations qui soient plus directes. Et ça fonctionne, même si on n'apporte pas forcément toujours le cash, on n'est pas en cash, qu'on a des processus qui sont d'une multinationale, donc qui sont plus rigoureux, qui demandent d'avoir des factures, qui demandent d'avoir des contrôles qualité avant la réception, donc forcément c'est beaucoup plus compliqué. Alors que le producteur, lui, il est basique, il a son maïs qui est là, il veut son argent tout de suite parce qu'il doit payer les chaussures pour ses enfants, il doit payer la nourriture pour le lendemain. Enfin là, on est en face de gens qui vivent au jour le jour. C'est quand même ça notre population. Et donc, avec tout le système qu'on met en place, la relation de confiance, parce que en Afrique, et vous le savez aussi bien que moi, on n'est pas sur de l'écrit. On est sur la relation de confiance. On est sur des relations humaines. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir des gens sur le terrain pour nous accompagner à avoir cette relation, parce que si on vient juste avec un smartphone, ça ne fonctionne pas. C'est clair, ça ne fonctionnera jamais. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir ces relais avec ces producteurs qui sont des gens qui sont voilà et qui ont besoin de vivre quoi, au jour le jour. Quoi. Alors, je ne sais pas si je réponds totalement à votre question, mais on est très clairement dans ce mode de fonctionnement. C'était aussi de savoir, il y a des réseaux de distribution qui sont efficaces, qui sont déjà aussi digitalisés. Prenons l'exemple par les deux Julien. Est-ce qui développent de plus en plus, qui vont dans les terres, le problème que vous avez soulevé sur les infrastructures et l'accès à ces petits paysans qui sont atténués sur le territoire, c'est comment les toucher. Voilà. Francis, pour la dernière. Alors, la réponse de Julien était très juste et ça m'a bien fait sourire, surtout le coup du Nigérian qui débarque avec l'alias de billets et qui ramasse toute la récolte. Et des fois, il va même racheter la récolte moins cher que d'autres l'auraient payé, juste parce que le producteur a vu du cash et qu'il a besoin d'argent, donc il s'en fout, il préfère vendre 10 ou 20% moins cher, mais il a du cash tout de suite. Donc ça m'a fait sourire parce que, oui, on parle de digitalisation, on parle de choses très intéressantes, mais des fois, la réalité sur le terrain en Afrique est beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus violente, beaucoup plus crue. Et donc, en effet, il y a ce problème-là de couper les intermédiaires. Et on a cette approche-là aussi avec notre dispositif d'AgroStore. C'est que on a un point physique où le producteur sait qu'il amène son produit là, le produit va être racheté. Le produit, et il va repartir, il va rentrer chez lui avec du cash. Donc ça, c'est vraiment un des atouts sur la question de l'accès au marché, parce que si au début de la campagne, le producteur n'a qu'une seule peur, c'est de ne pas avoir les moyens de financer, d'acheter des semences et d'acheter des engrais, très vite, une fois qu'il a résolu cette équation, sa peur suivante, c'est à qui je vais vendre ma récolte. Et donc, ça devient une vraie préoccupation, et surtout quand les pisteurs laissent le producteur récolter et faire son tas
au bord de son champ. À partir de là, il n'est pas conscient, mais il vient de passer du mauvais côté parce qu'il vient d'être en position de faiblesse. Parce que chaque jour qui passe, son produit est en train de se gâter. Et le pisteur le sait. Et donc, le pisteur va jouer sur ça. Et donc, c'est casser vraiment cette relation-là et offrir un accès beaucoup plus direct au marché, aux producteurs, en disant, dès que tu es prêt, ramasse ta récolte, viens, on a un prix qui est déterminé avec toi. Sur la question des réseaux, bien sûr, nous on collabore de manière très pragmatique parce que le monde agricole, il n'y a pas plus pragmatique que ce monde-là. Donc, si tu veux fonctionner dedans, tu es obligé d'adopter des manières de penser aussi directes et aussi simples que les producteurs. Donc, nous, on travaille par exemple sur la partie accès au marché avec d'autres plateformes d'accès au marché. C'est-à-dire que le produit que tu mets sur la marketplace de la grosse ferme, va être aussi mis à disposition sur d'autres marketplaces. On a des partenaires, on a notamment un très gros partenaire qui est une plateforme nigériane qui va nous permettre aussi d'écouler pas mal de nos produits. Et donc, des synergies existent déjà, notamment sur l'aspect d'accès au marché, qui est vraiment une des grosses problématiques en termes de résolution. Et de bénéficier de l'effet réseau, finalement. Tout à fait. Bon, on avait dit qu'on terminait à 20h, il est 20h04, donc avec les personnes qui me font signe. Merci à tous les quatre pour votre intervention. Francis à distance, Julien, Vincent et Lénard. Merci à tous pour vos questions. Franchement, là, ça a bien pulsé pendant 35 minutes. Et puis pour faire de la pub, prochaine commission digitale à la dernière de l'année, je crois que c'est le 7 décembre, si je ne dis pas de bêtises. Et le sujet, on en a un peu parlé, ça sera éducation et numérique. Alors, pas qu'au niveau agricole, plus large. Ce sera le sujet, donc rendez-vous en décembre. Merci Francis à distance et merci à nos intervenants. Merci à tous.